Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que dans 10 jours, ça va faire 1 an que j'ai créé le podcast et on a dépassé les 30 000 écoutes il y a quelques jours. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Vous avez peut-être pu le voir, du coup là j'ai changé le générique, j'ai juste gardé la musique et je commence tout de suite à parler parce que je suis un peu dans une période de transition en ce moment, donc c'est un petit peu difficile de me définir. J'ai l'impression que ce générique où je me décris pendant 1 minute, en fait ça change tout le temps. Voilà, maintenant on aura une introduction un petit peu plus rapide. Sachez que si vous écoutez cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast, il est aussi disponible sur YouTube. YouTube. Et du coup, ça permet de mettre des commentaires en fait sur YouTube et comme ça on peut éventuellement discuter. Vous pouvez m'envoyer des questions directement sur cette plateforme-là. Et si vous écoutez les épisodes sur YouTube, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à discuter avec moi après l'écoute des épisodes. Aujourd'hui, je voulais vous parler des expériences bonnes et mauvaises que j'ai eu du yoga depuis que je suis arrivée à Bali. Et donc vous savez, j'ai fait un yoga teacher training en février et je n'enseigne pas le yoga depuis parce que je me prends un bon gros syndrome de l'imposteur, mais c'est surtout que je réfléchis beaucoup à l'industrie du yoga. Je suis beaucoup trigger par les mauvaises pratiques que je peux voir. Je me pose beaucoup de questions sur tout ça. Et je me pose beaucoup de questions aussi sur l'appropriation culturelle. Donc tout ça, c'est des sujets que j'ai déjà abordés dans des épisodes solo précédents. Et en fait, voilà, faut que vous sachiez que, enfin voilà, si vous avez écouté tous mes podcasts et que vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous avez un peu compris le délire. Mais en gros, depuis toujours, depuis que je me questionne sur qu'est-ce que j'ai envie de me faire dans ma vie, et depuis mes premiers voyages où j'ai décidé de devenir agent de voyage, etc., je me suis toujours questionnée sur comment avoir un bon impact et comment avoir une démarche décoloniale du monde, comment avoir en fait cette vision d'une meilleure justice et d'une meilleure valorisation des cultures du monde en fait, dans toutes les parties de ma vie et dans toutes mes réflexions. Donc ça c'est passé par l'industrie du voyage au début de ma carrière dans le tourisme. Maintenant ça passe par voilà le yoga, mais aussi les pratiques thérapeutiques en tant que naturopathe, parce qu'en soi la naturopathie c'est quoi? C'est juste des techniques de médecine traditionnelle qu'on a mis sous le nom de naturopathie pour faire genre que c'est les Européens qui l'ont inventé. Et ça passe aussi par mes réflexions sur l'expatriation en fait, comment me positionner moi en tant que grande privilégiée à venir dans un pays étranger, exploiter un petit peu le fait d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc en fait, toutes ces questions, elles transcendent vraiment toute ma vie et toutes mes réflexions. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors j'en suis encore qu'au début de mes recherches et je partage vraiment mes réflexions qui sont encore sûrement maladroite, et je ne prétends pas que cet épisode soit de qualité éducative, d'autant plus que voilà, je suis blanche, non concernée par les dommages des cultures dont je vais parler. Donc voilà, petit disclaimer, je vous partage juste mes réflexions et j'espère que ça pourra faire réfléchir certains, et si voilà, vous trouvez que vous avez des choses à redire par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages, parce que à chaque fois que je publie un épisode comme ça sur mes réflexions aussi vulnérables, il y a plusieurs filles qui m'envoient des messages en me disant qu'elles sont d'accord, qu'elles sont pas d'accord, et l'échange est vraiment super constructif, donc vraiment n'hésitez pas à me faire vos remarques, à venir discuter, voilà, à me challenger, et si vous aussi vous avez envie de vous challenger, voilà, n'hésitez pas, on est ensemble dans ce chemin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle? Donc l'appropriation culturelle, c'est quand toi, personne de culture dominante, donc blanche, occidentale, prend un élément d'une culture marginalisée ou qui a été marginalisée. Donc par exemple, le yoga, ça vient d'Inde. L'Inde a été colonisée
par les Anglais. Et le yoga en Inde a été interdit pendant la colonisation. Et donc cette culture, voilà, qui n'est pas la tienne, tu te l'appropries pour en tirer un profit, soit financier, donc du business, soit d'apparence, d'ego, de communication. Parfois c'est vraiment très grave. Par exemple, les peuples d'Amazonie sont actuellement exterminés pour avoir envie de conserver en fait leurs pratiques ancestrales. Et pendant ce temps-là, y a des blancs qui vendent des cacao cérémonies à 50 € et personne se pose vraiment la question de mais qu'est-ce qu'on fabrique ? Et à l'inverse de ça, donc, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'appréciation culturelle, qui est en fait de faire honneur, mais sans faire d'appropriation culturelle. Faire honneur à une culture. Et donc vous me direz comment faire en fait la différence, enfin comment faire de l'appréciation culturelle sans faire de l'appropriation culturelle. En fait il faut essayer de valoriser la culture en étant informé sur la culture, donc ça veut dire connaître en fait les tenants et les aboutissants de cette culture. Donc par exemple quand tu es prof de yoga, c'est indispensable de connaître la philosophie du yoga, l'histoire du yoga, mais c'est aussi de connaître en fait les oppressions, l'histoire opprimante que cette culture a subie. Il faut aussi être engagé, c'est-à-dire d'essayer d'acheter les produits de cette culture chez les personnes à qui ça appartient. Donc moi typiquement c'est pour ça que j'ai voulu faire une formation de professeur de yoga dans une école indienne, et avec des professeurs hindous à Bali, et il faut aussi écouter ce que les personnes concernées ont à dire sur leurs oppressions actuellement. Et pour ça il y a plein de comptes que je suis, si vous voulez je vous les mettrai dans la description de l'épisode. Je partage régulièrement leur contenu sur Instagram. Donc donc je vais vous raconter en fait des expériences négatives que j'ai pu observer à Bali ici. Donc pour ceux qui sont intéressés par venir à Bali, le yoga à Bali, ça pourra vous faire une petite reco, et pour les autres en fait ça pourra aussi vous permettre de repérer éventuellement des pratiques similaires dans vos studios en France ou ailleurs. Et je vais vous parler un petit peu de tout ce qui m'a un petit peu titillé ces derniers temps, et aussi à la fin de l'épisode je vous parlerai aussi des bonnes expériences et des choses qui m'ont un peu remis en question cette vision un petit peu manichéenne que j'avais. Il y a un endroit à Canggu qui s'appelle Udara qui organise du coup des ecstatic dance. Donc si vous suivez des influenceurs du bien-être à Bali, vous avez peut-être vu qu'ils allaient souvent faire des ecstatic dance à Bali, et donc cet endroit là, Udara, organise du coup tous les dimanches matins des ecstatic dance. Et en fait, pour 6 € tous les dimanches matins, t'as donc un cours de yoga à 9h, suivi de l'ecstatic dance, et une session de sound healing. Et donc, avec mes copines de mon yoga teacher training, on décide d'aller tester cet endroit. Et donc du coup, on arrive, super bel endroit, avec un chalat surplombant la mer, génial. On commence le cours de yoga à 9h, très bien, rien de fou, rien de particulier. Et puis l'ecstatic dance ensuite commence, et j'en avais jamais fait, donc j'étais un peu en mode observation, parce que c'est quand même un délire d'aller danser à 10h du mat sans alcool, sans drogue. Et du coup, au début, tout va bien, la musique commence, tout le monde commence un petit peu à se lâcher, c'est assez cool parce que c'est un peu un mood où les appareils photos sont pas autorisés, tout le monde est censé bouger librement sans que les autres les regardent, sans jugement. C'est un espace d'expression libre, etc. Donc super cool à la base. Et puis quand même, je me mets quand même un petit peu à observer, parce que tout ça est un petit peu grisant. Il y a un petit peu de tout, des jeunes, des vieux, des filles refaites, des babos. Et puis quand même, il y a un peu une population de mecs qui ont l'air un petit peu en rave, quoi. Des gens... Tu te demandes s'ils sont pas un petit peu drogués et tout. Et puis surtout, ce qui m'était un petit peu mal à l'aise, c'est que il y avait quelques mecs qui dansaient de manière très sensuelle, très sexuelle, et qui allaient de fille en fille en fait. Ils essayaient, ils marchaient dans la foule comme ça, ils lançaient des regards aux filles. Et en fait, les filles qui leur tenaient le regard, direct, ils commençaient à danser sur elles de manière
très sexuel, très animal, et jusqu'à un certain point où ça devenait un petit peu chaud, quoi. Donc voilà, il se trouvait une fille et il dansait de manière très sexuelle avec elle, et puis d'un coup il la regardait, et puis il lui disait un petit peu au revoir en mode namasté, et il fonçait trouver une autre cible, et ça repartait comme ça de plus belle, alors que t'as l'impression à la base qu'il allait choper la meuf, et il faisait ça comme ça de fille en fille. Et je trouvais que c'était quand même un peu chelou, quoi. Enfin, ça faisait vraiment les sharks dans la rave qui allaient de proie en proie, et du coup je faisais bien attention à pas maintenir le regard de ces mecs-là, parce que j'avais pas envie de me faire attraper, quoi. Je trouvais que c'était un peu limite. Mais bon, voilà, l'Ecstatic Dance se finit, c'était quand même sympa, on a bien kiffé avec mes copines, même s'il y avait un peu ce délire avec des mecs chelous. Et donc on redescend dans l'Ochala pour faire le sound healing. Et là, donc le propriétaire de Udara, donc un millionnaire allemand, nous dit bon alors cette semaine ça va être un petit peu différent, on va commencer par un petit peu de piano. Donc il y a un mec qui fait du piano et qui commence à nous faire du piano, et nous on est en shavasana allongé, quoi. Ça commence comme ça. Sachant qu'on s'attendait à un sound healing avec des bols tibétains, etc. Un truc de méditation active avec du son, quoi. Donc il commence le piano, et là du coup tout le monde s'endort. Parce que ça faisait déjà 2 heures et demie qu'on était en train de faire du yoga ou de faire de l'ecstatic dance, à danser partout comme des fous. Et du coup on s'endort, clairement. Et je me réveille et je me dis putain, mais ça doit faire au moins 20 minutes qu'on est comme ça à écouter du piano, quand est-ce que ça va commencer et tout. Et tout le monde était vraiment dans un état genre collé à son tapis, vraiment en sommeil profond, quoi. Et là d'un coup le propriétaire allemand tape dans ses mains. Wake up, ok, mettez-vous en rond, attrapez-vous les mains, on va faire un cercle de parole. Et genre tout le monde était en train de dormir, et d'un coup le mec tape dans ses mains et dépêchez-vous, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout comme ça on fait un cercle de parole et qu'on réveille des gens qui sont en train de faire une méditation, quoi. Et je me dis bon, ok, bon, on va passer à la suite, au moins c'est pas trop tôt. Et genre et là du coup on se met tous en cercle, et il y a des guitaristes qui arrivent et on commence à chanter Shiva Shambho. Et sauf que là il y a des meufs qui commencent à prendre des vidéos, tu vois, et je me dis mais qu'est-ce qu'on fabrique là? Et la meuf à côté de moi commence à prendre une vidéo, et je vois son téléphone, et en fait ça faisait déjà 1 heure. Ils nous ont laissé dormir 1 heure avec du piano. Et là, ils nous font chanter Shiva Shambho, alors que ça fait déjà 1 heure, ça devrait être fini. Et là, le chant s'arrête, sachant que c'est quand même un chant sacré, hein. Et genre sans explication, sans rien, tout le monde est en train de prendre des vidéos. Trop bizarre. Et là, donc, le chant s'arrête, et le staff de l'hôtel prend le micro, et nous dit, commence à faire la pub, en fait, pour le spa. Que genre, il y a un discount sur le spa. Et là, on se regarde avec mes copines, me dit, mais trop chelou, enfin, c'est un moment de méditation, de sound healing, en fait, pourquoi vous faites de la pub à ce moment-là? C'est nimp. Ils nous font leur pub, et là ils nous disent ok, maintenant on va faire un cercle de parole, qui veut prendre le micro? Et là il y a des mecs, voilà, des mecs qui faisaient partie des mecs un peu chelous de l'Ecstatic Dance, qui prennent le micro et qui disent qu'ils organisent une soirée dans leur villa. Et là mais je tombe des nues, quoi. Franchement je savais plus quoi dire, j'étais choquée, je regardais les gens comme ça en fronçant les sourcils et en leur disant, l'air de dire mais what the fuck, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Enfin là c'est du foutage de gueule, quoi. Genre vous nous faites chanter Shiva Shambho et 2 secondes après vous faites de la pub pour votre spa, et là vous faites de la pub pour vos soirées dans vos villas, mais c'est nimp. Et genre je me suis levée et limite j'avais envie de hurler, genre what the fuck, genre rentrez chez vous, vous faites n'importe quoi, arrêtez d'utiliser des outils sacrés pour faire de la pub, quoi. Et du coup voilà, c'était vraiment une expérience où je me suis un peu pris la réalité de la spiritualité toxique de Bali en pleine tronche, et un peu de tout ce bullshit, et ça a aussi participé à me faire douter un petit peu de Bali et du milieu dans lequel je suis en train d'évoluer, parce que voilà, quoi, il y a vraiment des trucs, des dérives ici, c'est dingue, quoi. Et il y a quelques jours du coup je suis retournée à Udara pour faire leur fameuse séance de yoga aérien au coucher du soleil. Donc j'avais fait une petite story à ce sujet. Donc je me suis dit bon, je reteste. Là c'est un contexte qui est différent, c'est un cours de yoga, il y aura moins de monde. Et donc c'était
c'était cool, j'ai passé un bon moment parce que voilà, le Chala est juste magnifique avec le coucher de soleil devant la mer, incroyable. Le cours de yoga en soi était bien, c'était avec une prof indonésienne. Voilà, on a bien fait une méditation au début, avec un chant de mantra, etc. Très bien. Par contre, il y avait le droit de prendre des photos. Et il y avait des meufs qui avaient mis leur portable derrière elles pour se filmer pendant le cours, sans demander l'autorisation aux personnes qui auraient éventuellement été dans le champ. Donc moi en soi ça me dérange pas tant que ça, c'est juste que voilà, c'est c'est pas forcément ok pour tout le monde. Mais le pire c'est que donc les profs ont dit que c'était ok de se filmer et ont prévenu au début du cours que qu'ils pouvaient carrément voilà, sortir leur caméra et faire leur petite séance photo pendant le cours. Et carrément, vraiment, genre sans aucune gêne, il y a carrément eu une interruption du cours, pendant le cours, où les profs ont pris en photo et ont filmé les gens. Donc en fait, genre, je trouve ça grave problématique parce que tu payes un cours de yoga, t'es censé déconnecter, t'es censé vivre ta pratique, être guidé, être porté pendant 1 heure et demie. Et non, en fait, il y a une interruption de 10 minutes pour que les profs prennent en photo et filment les gens. Donc ceux qui n'avaient pas envie d'être pris en photo, bah ils étaient en train d'attendre en fait et de pas être dans un moment de méditation quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pathétique en fait. J'ai jamais testé de cacao cérémonie parce que ben pour moi c'est alerte rouge, appropriation culturelle en fait. Donc je sais pas, peut-être que je pourrais être agréablement surpris, mais voilà, j'y connais pas plus que ça pour moi. Enfin, envoyez-moi un message si je dis non, parce que je sais que c'est peut-être aussi pratiqué en Inde, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, le cacao, c'est le cacao cérémonie, les rituels sacrés du cacao, c'est des pratiques ancestrales d'Amérique du Sud, de peuples premiers d'Amérique du Sud. Et bah, ces peuples ont soit été exterminés, soit le sont actuellement. Donc les peuples d'Amazonie sont actuellement exterminés. Et nous, pendant ce temps-là, bah, on fait des cacao cérémonies et on poste ça sur Instagram et on a l'air trop cool. Alors qu'il y a des gens qui sont actuellement exterminés parce qu'ils veulent conserver leur mode de vie. Et certes, enfin les gens qui font ça, ils ont l'impression de se battre pour des choses. Enfin voilà, comme moi, j'ai l'impression en partageant le yoga, machin, que je me bats pour un meilleur monde, mais on n'a pas conscience de tout en fait, c'est pas notre culture et on s'approprie et on déforme des choses et ensuite on retourne bosser sur nos Instagram et nos thunes derrière. Donc, enfin, ça pose question. Et en fait, ce que j'observe beaucoup à Bali, mais ce qui est partout en fait, surtout dans l'industrie du yoga, du bien-être, du développement personnel et tout, c'est cette branche Love and Light du développement personnel où en fait le bien-être est complètement individualiste. On te dit que il faut arrêter de... Quand tu parles d'appropriation culturelle, parfois des personnes elles te répondent que ouais non mais ne pense pas et ne parle pas de ça parce que c'est des vibrations basses. Mais en fait on peut pas se guérir soi-même si on ne guérit pas le monde autour de nous. Donc en fait tout est politique et tout ce que tu fais, en fait tu le fais pas, c'est pas que pour toi en fait, ça a des répercussions sur le monde entier. On doit toujours se positionner dans une posture de lutte, même si en déplaise à certains, c'est une vibration basse peut-être, mais on doit être conscient du monde en fait et on doit se battre et lutter pour que tout le monde puisse accéder au bien-être. Et si je me mets pas dans cette posture de lutte, je ne continuerai pas, enfin ce serait pas durable pour moi d'être dans le milieu du bien-être parce que pareil, j'ai abandonné le tourisme en partie parce que je voyais bien que j'avais aucun pouvoir finalement pour lutter, que j'étais prise dans la matrix de l'industrie et que en fait je continuais à perpétuer des mauvais impacts en fait sur le monde. Donc si je ne me mets pas moi dans cette posture, j'abandonnerai certainement ce milieu-là aussi. Parce qu'en fait, l'appropriation culturelle et le fait de faire n'importe quoi dans des cercles spirituels, dans des pratiques, en fait c'est juste du vol quoi. C'est du vol à d'autres cultures. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de se mettre à la place de ces populations qui détiennent ces cultures et qui ont des traumas systémiques sur des dizaines de générations à cause de la colonisation. Et
Et voilà, essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui ont ces traumas et qui voient en fait la culture dominante, les blancs, leur voler cette culture, la transformer et en faire du cash sans rendre à César ce qui est à César. Alors que eux-mêmes souffrent encore et n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde, se questionnent sur leur identité, sont complètement déconnectés en fait de leur identité qui a été bafouée pendant des centaines d'années de colonisation. Je sais pas, mettez-vous à la place 2 secondes de ces personnes. Il y a quelques jours aussi, je vous ai partagé un story. Il y a un compte Instagram qui s'appelle WeYog, d'un couple de coachs sportifs qui est venu sur mon compte et qui a liké des publications sans s'abonner, donc c'est une technique juste pour que j'aille voir leur compte et que je m'abonne. Et du coup, je vais sur leur compte et là, je tombe des nues. En gros, c'était un couple de coachs sportifs qui lançait un programme de yoga, mais vraiment genre, enfin là tu pouvais pas faire pire, vraiment c'était ultra problématique. Toute leur communication et tout leur marketing était basé sur le summer body, sur la diète culture et la grossophobie. Donc ils avaient inventé un style de yoga, le body yoga. Donc déjà il y a rien qui va là-dedans. En gros c'est du yoga fitness. Donc ça existe déjà, donc t'as rien inventé, mais en plus c'est problématique parce que le yoga a été vidé de sa substance et a été marketé en mode culture de la minceur. Et ça c'est problématique parce que le message du yoga et la pratique du yoga c'est tout l'inverse, c'est sur se faire du bien, l'acceptation de son corps. Alors oui, certes, le yoga postural, la partie posturale du yoga sert à renforcer ses muscles, à augmenter sa mobilité pour être en bonne santé, mais en aucun cas pour avoir l'air fraîche en maillot de bain l'été. Genre vraiment non, ça c'est de l'appropriation culturelle parce que ça déforme complètement ce qu'est le yoga et ça le ridiculise en fait. Ça le ridiculise parce que c'est une pratique sacrée qui a des bien-être, qui a des bienfaits holistiques, de guérison ultra puissante du monde, et c'est une philosophie, et le réduire à juste avoir les fesses musclées, c'est insultant. C'est insultant. Et du coup, j'ai commenté une de leurs vidéos où ils expliquent pourquoi il faut commencer le yoga avant l'été pour être en shape. Et j'ai commenté une de leurs publications en leur disant que ça allait pas du tout, que j'étais désolée, que c'était sûrement des personnes bien intentionnées, mais que tu ne pouvais pas mettre dans la même phrase yoga et summer body, et que il fallait qu'ils déconstruisent leurs biais grossophobes, parce que vraiment le yoga n'a rien à faire avec la diète culture, et que c'est insultant pour la culture qui détient le yoga. Et ils m'ont répondu en mode mais non, c'est pas ce que tu penses, c'est parce que notre concept s'appelle body yoga et on crée un pack qui ne sera valable que cet été, du coup c'est pour ça que ça s'appelle summer body yoga. Mais t'inquiète pas, l'appellation est trompeuse, mais on prône pas les valeurs que tu entends en lisant notre pack. On prône la bienveillance et l'écoute de soi, nani nanan. Sauf que, leurs vidéos ne parlaient que d'aspect physique, quoi. Et du coup, je leur ai répondu, mais du coup, soit votre marketing n'est pas aligné avec vos valeurs, bah c'est tant pis pour vous. Pire, il est menteur. Et là, c'est tant pis pour vos yogis, entre guillemets. Mais voilà, c'est surtout problématique pour la culture d'origine, quoi. Ils m'ont répondu la même chose. Il y a une incompréhension. Votre commentaire est intéressant, mais non, nous, on est d'accord avec vous. Mais en fait, change ton marketing. Arrête de profiter que la détresse des gens, le manque de confiance des gens envers leur physique, arrête de profiter de ça pour vendre et marketer du yoga qui n'est pas fait pour ça en fait, genre c'est non, arrêtez de faire ça. Et du coup je voulais aussi vous parler du fait, que beaucoup de gens, peut-être vous, peut-être que vous avez commencé comme ça, beaucoup de gens arrivent au yoga par le sport. Alors, bien sûr le yoga c'est bien plus qu'un sport, mais est-ce que c'est quand même ok de commencer le yoga comme un sport ?
Et ensuite être amené à méditer, à se poser des questions sur la philosophie, etc. Est-ce que c'est ok d'attirer les gens avec du marketing diet culture, mais avec une bonne intention derrière? Parce que en vrai, il faut pas diaboliser la pratique du corps, parce que le corps, c'est par le corps en fait que vous allez envoyer des messages à votre cerveau. Le corps physique envoie plus de messages au cerveau, au mental, que l'inverse en fait. Donc c'est aussi en travaillant sa mobilité, sa souplesse, sa force, son endurance qu'on arrive à avoir une souplesse d'esprit, une endurance dans la vie, etc. Donc il faut pas diaboliser la pratique physique du yoga non plus, parce que c'est comme ça qu'on peut transposer les qualités physiques à l'esprit. Mais encore faut-il y mettre cette intention. Et arriver au yoga pour l'aspect physique, c'est une chose, et il faut petit à petit ouvrir son esprit et son cœur, mais continuer à le pratiquer, et pire surtout à l'enseigner que comme un sport, c'est non seulement un gâchis incroyable des bénéfices holistiques qu'il peut apporter, mais c'est surtout de l'appropriation culturelle, c'est du vol, et c'est du gâchis. Le yoga, c'est une pratique sacrée, préservée depuis plus de 5000 ans, malgré la colonisation. Donc c'est aussi une question de respect de notre part à tous, de pratiquer comme il se doit, une pratique aussi noble et sacrée, qui vient d'ailleurs. Quand je suis arrivée à Bali, après avoir donc fait mon yoga teacher training, et après avoir eu un petit peu toutes ces mauvaises expériences à Udara juste après mon yoga teacher training, j'avais un peu une vision manichéenne, en mode l'appropriation culturelle, c'est les blancs qui la font, et tout ce qui est fait par les blancs est forcément mauvais, sauf que c'est plus compliqué que ça. En fait, la colonialité de la société est tellement développée, est tellement ancrée, que maintenant les personnes concernées par ces cultures, donc les Sud-Asiatiques par exemple pour le yoga, ont été transcendées en fait par ça, et il y a de l'appropriation culturelle entre guillemets au sein même des communautés. C'est ce qu'on peut appeler l'internalisation en fait, c'est-à-dire que le yoga maintenant est tellement propagé, et le yoga dominant a tellement été transformé, mais c'est tellement devenu la norme, que maintenant même les Sud-Asiatiques proposent par exemple du fitness yoga. Donc est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle quand c'est les Asiates qui le font? Ça, je ne sais pas, je suis un peu en réflexion par rapport à tout ça. Mais voilà, par exemple, mon école de yoga, la Bali Yoga School, donc j'y suis allée un petit peu les yeux fermés, parce que c'est une école qui a été créée par une association himalayenne, donc par des Indiens. Sauf qu'en fait, il se trouve que non, en fait, avec le recul, avec le retour d'expérience d'autres personnes, en fait je me rends compte que c'était un truc super commercial. Et en vrai, il y a plein de trucs super commerciaux en Inde. Parce que les Indiens aussi, ils voient un business et une opportunité de se faire du bif, et servent un petit peu la soupe aux cochons, servent aux blancs ce qu'ils veulent en fait, c'est-à-dire un yoga vidé de sa substance, et focus sur l'aspect physique en fait. Et du coup, j'en viens maintenant à vous parler de mon expérience au Yoga Barn. Donc le Yoga Barn, qui est un peu the place to be où faire du yoga à Bali. Donc c'est un centre qui est à Ubud, qui propose une variété de plus de 100 cours différents par semaine, avec 4 ou 5 chalas différents dans le centre, un restaurant, un hôtel, un lieu de festival, etc. Et du coup, c'est un petit peu le Disneyland du yoga, et j'ai décidé, il y a 3 semaines, d'y aller pendant 1 semaine. À la base, je voulais y aller vraiment pour faire un stage d'observation de tout ce dont je viens vous
vous parler, pour en faire un podcast et pour voilà un petit peu pointer du doigt toutes les dérives de la spiritualité et toute l'appropriation du yoga. Et en fait, j'ai été agréablement surprise et ça m'a grave remis en question justement cette vision manichéenne de les blancs font de la merde et les asiates sont super, font toujours des choses éthiques. Parce que du coup, le Yoga Barn, donc ça a été créé par 2 Américains, un Américain et une Américaine, et cette Américaine est mariée avec un Balinais, donc ça a été créé en association, quand même en cofondation avec un Balinais. Mais du coup, j'avais beaucoup d'a priori dessus, parce que voilà, c'était déjà, on m'en avait pas forcément dit que du bien, que voilà, c'était un peu un centre en mode Disneyland du yoga. Ils ont une centaine de variétés de cours et beaucoup de cours avec un petit peu des appellations inventées. On m'a dit un petit peu que c'était un peu les rois pour inventer des nouveaux styles de yoga. Donc beaucoup de red flags, on va dire, et beaucoup aussi, voilà, quand je regardais leur programme, beaucoup de workshops un peu douteux, donc beaucoup de cacao cérémonie, de bracework chamanique, puis beaucoup de trucs sur la santé un petit peu limite. Donc voilà, j'y suis allée vraiment en me disant, je vais passer une semaine à péter un câble et à être énervée, mais c'est pour les biens de la recherche, c'est pour le bien de la recherche. Et au final, j'ai été grave surprise. Alors le premier cours, j'ai eu peur. C'était un cours de Hatha avec une américaine. Et en fait, elle fait un cours de Hatha avec un espèce de storytelling au début. Donc tu penses que le cours va commencer, que tu vas méditer. En fait, non, elle te demande de venir t'asseoir en face d'elle. Et elle commence à raconter sa life en fait. Et du coup je me suis dit oh là là, mais c'est quoi cette gourouification des profs de yoga, ça commence mal. Et au final, bon, après qu'elle ait raconté sa petite histoire, qui était plus ou moins intéressante, et on a quand même été méditer, chanter des mantras, beaucoup d'options pendant le cours, et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur le positionnement, sur la philosophie pendant le cours, et j'ai été grave surprise. Il y a quand même un petit manque de simplicité. J'ai l'impression qu'un peu tous les profs sont un peu genre... tu vois, ils se disent namasté même à la cafétéria, tu vois, donc c'est un peu... j'ai l'impression que les gens manquent un peu d'humour quand même, c'est un sentiment que j'ai. Mais voilà, au bout d'une semaine, j'ai quand même pu dire que les cours étaient tous très complets, les professeurs très expérimentés, et légitimes dans le sens où c'était souvent des profs de plus de 40 ans, qui avaient beaucoup voyagé, qui ont vraiment de la bouteille et qui surtout proposent des cours de yoga intégral avec tout cet aspect philosophie, avec des références aux divinités hindoues dans les cours, des connaissances précises sur les organes, sur les chakras, sur voilà les nœuds énergétiques du corps. Ils mettent vraiment de la conscience dans ce qu'ils font, ils t'apportent vraiment de la connaissance quand tu fais tel mouvement. Qu'est-ce que ça vient toucher autant au niveau physique que spirituel. Et il y avait aussi une ambiance sérieuse et sacrée de respect. Voilà, il n'y a pas le droit de prendre des photos, pas le droit de filmer pendant les cours, et tout le monde respecte ça. Et j'ai trouvé que tous les élèves étaient tous des personnes impliquées, qui avaient vraiment... Voilà, c'était pas que des jeunes meufs à Canggu, botoxées, qui venaient là pour faire leur sport de la journée. Il y avait vraiment de tout type de public. Il y avait des personnes de tous âges, il y avait des personnes grosses, il y avait des personnes de toute origine, il y avait des personnes voilées, il y avait autant d'hommes, enfin quand même plus de femmes, mais il y avait beaucoup d'hommes, des hommes âgés, et j'ai vraiment trouvé que c'était plutôt inclusif, et il n'y avait pas que des personnes qui étaient d'un niveau physique avancé. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette. J'avais jamais vu autant de diversité dans des cours de yoga, donc bon point aussi là-dessus. Après, il y avait aussi un côté assez luxueux dans le sens où le lieu est vraiment magnifique. Genre c'est tout construit sur pilotis sur la jungle. Donc ils ont pas détruit la jungle pour construire un truc, ils ont tout construit sur pilotis autour des arbres. Il y a des ponts au-dessus des rivières. Et tout est en matériaux naturels, vraiment
très 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 beau. Et l'autre aspect luxueux, c'est que donc à la fin de chaque cours, les salles restent libres au moins une demi-heure à 1 heure, donc tu peux rester pour méditer, on t'y encourage. Et tu peux aussi à ce moment-là faire un petit setup pour prendre une petite vidéo, prendre des photos, etc. Et le staff vient pour nettoyer les tapis, remplacer tous les matériels de yoga. Et du coup, ça c'est trop cool parce que quand tu fais ça un peu toute la journée, au bout d'un moment, t'en as grave marre de tout le temps nettoyer ton tapis, etc. Donc là, c'est cool en fait. Tout est fait pour que tu sois vraiment immergé dans la détente, dans la relaxation, dans la méditation, etc. Parce que t'es vraiment entouré de nature, il y a une trop belle lumière dans les chalas. Enfin, voilà, franchement, c'était incroyable. Donc, j'ai vraiment adoré l'expérience. Et au niveau des cours, donc au niveau de la diversité des cours, donc je vous ai dit, il y en a plus d'une centaine par semaine, donc moi je vais vous citer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait du hatha, du yin acupressure, du yoga thérapie, donc du yoga un petit peu restauratif qui justement là était vraiment focus sur les organes, etc. Le Hanuman Yoga, donc ça ma prof d'Ashtanga m'a dit que c'était un nom complètement inventé, mais en gros c'est du Ashtanga un petit peu animal, vous voyez. Du Kundalini, du Somatic Yin, du Fly High, en gros c'est du yoga aérien avec une ceinture spécifique, ça a été inventé justement à Yoga Barn. Du Yin Intelligence, c'est un cours de Yin focus aussi sur les tissus myofasciaux. Elemental Yoga, donc du yoga basé sur les éléments, eau, feu, terre, etc. C'était trop bien. Du Thai Massage Yoga, en gros c'est un cours où t'apprends à faire du massage Thai, c'est génial. Himalayan Kriya Yoga, donc j'ai essayé ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, mais en gros c'était quand même super intéressant, et là pour le coup c'est pas du yoga physique en fait, c'est que des techniques de détoxification des organes et de libération émotionnelle, etc. Il y a différents types de méditation, des cours d'inversion, de Iyengar, j'en avais jamais fait, on m'en avait parlé beaucoup, c'est un yoga qui est focus sur le soin de la colonne vertébrale et de la posture en fait. Un cours de souplesse et mobilité de la colonne vertébrale. Voilà, plein d'autres cours de méditation avec des noms un petit peu différents. Les profs sud-asiatiques sont représentés, même si je pense qu'il y a une majorité quand même de profs expats, mais il y a quand même une bonne représentation des professeurs sud-asiatiques. Voilà pour le programme que j'ai fait cette semaine-là. J'ai fait en tout 16 cours de yoga en une semaine. Et au niveau du prix, je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai payé un ticket, un pass 20 cours à 120€. Et le pass 30 jours illimité, c'est genre 150€. Mais en vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment... ça te revient à genre 5-6€ le cours et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà un petit peu pour toutes mes expériences et toutes mes réflexions. Je vous invite maintenant à vous interroger sur vos pratiques, à observer les pratiques que vous avez, que ce soit en studio ou sur YouTube ou les personnes que vous suivez sur Instagram. Questionnez tout ça. Par exemple, quand vous rencontrez des gens et qu'ils vous disent qu'ils font du yoga, mais que ils aiment pas trop dès que ça devient un peu spirituel, dès qu'on chante des mantras, peut-être engager la conversation avec eux en leur faisant comprendre que en fait, si tu veux faire du yoga mais que tu veux pas le côté spirituel, dans ce cas ne fais pas de yoga, fais du stretching ou du sport, mais parce que si tu veux faire du yoga sans le côté spirituel, c'est de l'appropriation culturelle en fait. Tu prends un truc d'une culture mais tu délaisses la quintessence de ce que c'est, donc ça n'a pas de sens. Il y a des profs de yoga et de méditation qui viennent d'Inde, à qui on demande de ne pas chanter de mantra et de laisser tomber le côté spirituel dans leurs cours, parce que ça va pas plaire aux gens. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est insultant pour ces personnes-là en fait ? Donc il faut aussi que nous, consommateurs, on fasse en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Essayez de suivre des personnes
qui se questionnent sur tout ça. Et voilà, que ce soit en yoga ou en thérapie, voilà, que ce soit quand vous utilisez des plantes médicinales, questionnez-vous d'où ça vient, est-ce que ça a un bon impact que je l'utilise, que je l'achète, qui se fait de l'argent là-dessus, ou voilà, toute autre pratique qui vous donne l'air spirituel, questionnez tout ça. Et voilà, moi-même, je suis pas parfaite, hein, la société est coloniale et on baigne dedans, donc c'est normal que voilà, nous aussi on est forcément des comportements mauvais, mais c'est pas forcément de notre faute, et ce qui est de notre responsabilité, c'est de se questionner et d'essayer de s'améliorer. Mais voilà, moi je suis pas parfaite, j'ai encore des bindis dans ma trousse de toilette parce que j'adorais en mettre en soirée pour me sentir fraîche, et je me rends compte que en fait c'est pas possible de faire ça. Et pareil, sur mon ordi, j'ai encore un stickers de Shiva sur mon Mac, et en vrai, il faut que je l'enlève parce que toute la journée, je suis sur mon ordi devant des hindous et ils doivent vraiment se dire que je suis ridicule. Et voilà, c'est un peu vulnérable pour moi de vous partager tout ça, mais c'est pour vous donner des exemples et voilà, vous donner envie de vous questionner sur tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura pas trop mise mal à l'aise. Et en fait, si, j'espère qu'il vous aura mis mal à l'aise parce que c'est aussi en dérangeant qu'on peut faire bouger les choses. Et voilà, j'attends vos messages, vos commentaires pour qu'on continue de discuter de tout ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, et si donc le yoga barn, les cours de yoga à Bali vous intéressent, bah n'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog que j'ai publié il y a 2 jours sur YouTube sur du coup ma petite semaine au yoga barn et ma petite routine à Ubud. Voilà, si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez voir de vos propres yeux à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà, je vous souhaite une trop bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye!